Eh bien, la première fois que j'ai rencontré la semaine du livre hébraïque, c'est lorsque j'ai été étudiant à l'université hébraïque de Jérusalem. Et je me souviens que c'était un moment tout à fait extraordinaire parce qu'en fait, on trouvait rassemblés dans un même lieu une multitude de productions intellectuelles qu'en règle générale on ne trouve pas ou qui ne durent pas longtemps sur les étagères des libraires. Et le réseau des librairies en Israël n'est pas extrêmement développé, mais c'est un peu le cas aussi, je crois, en France. Et justement, dès qu'un livre paraît, il faut l'acquérir parce qu'on ne le retrouve plus, on risque de ne plus le retrouver, si ce n'est dans une bibliothèque universitaire. Donc, comme on le voit ici, c'est un endroit où se retrouve une multitude d'enfants, dans la mesure où ce qui frappe beaucoup, c'est l'extraordinaire production de livres d'enfants, en hébreu évidemment, et donc il me semble presque plus importante que les livres pour adultes. C'est dire qu'Israël est aussi un pays très jeune, et que bon, on y lit à un âge très très jeune. En fait, ce qui est intéressant à travers cette production littéraire israélienne, c'est de contempler aussi le paysage de la société qui se profile derrière tous ces livres et ces collections. Il y a quelque chose qui frappe tout d'abord, c'est qu'il y a une sorte de partition entre le livre religieux et le livre laïque, si l'on peut dire. Le livre religieux a un tout autre aspect que le livre laïque. Il est cartonné dans des couleurs sombres, avec des lettres quasiment gravées sur les couvertures. Et bon, ce livre religieux, il a connu pas mal de progrès, notamment dans le choix de la calligraphie hébraïque, beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne et beaucoup plus lisible. Mais c'est comme si Israël était partagé en deux langues. C'est une situation qu'on peut comparer à celle de la Grèce, où il y a le grec démotique, c'est-à-dire le grec parlé dans la rue, et le grec classique, celui de Platon et des philosophes, et un décalage très grand entre un registre de langue et de littérature et l'autre registre. C'est un peu choquant quand on vient de France notamment, où on a une vision beaucoup plus uniformisée de la réalité. Il n'y a pas de registre mentaux, de registre intellectuel. Bon, ici, c'est le cas. Et en fait, c'est à l'image de l'histoire israélienne, puisque Israël, l'État d'Israël, c'est justement la rencontre entre une espérance trimillénaire et une réalité absolument contemporaine et hyper moderne. Et il y a un choc là qui se produit à ce niveau-là. Et ce choc, on le ressent aussi quand on parcourt les collections et les maisons d'édition. Chaque maison a une tonalité vers la gauche, vers la laïcité ou vers quelque chose de plus spirituel. Il y a très peu de collections inspirées par la droite, si j'ose dire. Le champ culturel est d'une certaine façon placé à gauche plutôt qu'à droite, et c'est là où l'élite est la plus importante. Mais j'ai parlé de dimensions parfois politiques dans les collections d'essais, dans les choix de livres, etc. Et là, il faut comprendre que l'arrière-plan historique, parce qu'en fait, la société israélienne est une société extrêmement différente de la société française, dans la mesure où la société française est ou était centraliste avec un champ laïque partagé en somme par l'immense majorité de la société. Or, la société israélienne, l'État d'Israël s'est créé en fait avant même que sa déclaration ne soit faite, avant même qu'il s'institue, qu'il ait une constitution. C'est-à-dire qu'il y a eu dans la période qui a précédé l'État, la période du Yishuv, c'est-à-dire une période durant laquelle des populations juives s'installent, se développent, chacune avec sa propre orientation. Et le modèle qui me vient à l'esprit, c'est le modèle belge, le modèle des piliers. En Belgique, vous avez une université catholique
et université laïque, nommément laïque. Vous avez comme ça des pôles dans la société divergents qui peuvent avoir leur université, leurs services sociaux, leur sécurité sociale, leur mouvement d'enfants, etc. Et donc en fait ces piliers, évidemment identifiés à des partis politiques, enfin ceux qui étaient prépondérants avant la création de l'État, ces piliers en fait ont plus ou moins subsisté. Et chacun draine une mouvance intellectuelle, une mouvance culturelle et littéraire. Ils sont parfois en contradiction les uns avec les autres. C'est une société où il y a des conflits d'opinion très, très aigus, extrêmement aigus, mais qui, malgré tout, continuent à vivre ensemble, malgré des désaccords fondamentaux. Et là, vous avez une sorte de partage entre différentes orientations. Bon, prenons un exemple de la pensée juive de langue française dans laquelle je me reconnais. Bien, elle pose beaucoup de problèmes parce que c'est une pensée qui est à la fois très proche du judaïsme comme spiritualité, pensée, conception du monde, etc., mais qui s'exprime en même temps dans un langage et des concepts tout à fait contemporains. C'est-à-dire, il y a là une réalité hybride d'une certaine façon. Elle aurait du mal à trouver sa place en Israël et de fait, elle n'existe pas. Elle n'a pas sa place à mon sens. Il y a bien une collection de livres qui s'appelle Les Français, Atzorfatim. Mais qui sont ces Français? C'est les postmodernistes, c'est Michel Foucault, Roland Barthes et bien d'autres auteurs de ce type-là, mais pas par exemple de philosophes juifs français qui ont fréquenté cette double dimension. C'est quelque chose qui est sans doute à créer, qui j'espère se créera avec l'émigration de plus en plus de juifs de France, mais une réalité qui est à peine reconnue pour l'instant, essentiellement pour Emmanuel Lévinas et pour Léon Ashkenazi, dont beaucoup de travaux, de conférences ont été traduits. Car il y a aussi le seuil de la traduction. Et là, on navigue entre deux langues, en tout cas pour la pensée juive française, entre le français et l'hébreu, deux langues au génie très différents. Le français est dialectique, l'hébreu est beaucoup plus compact. Et donc, alors leur alliage, c'est ce qui fait toute la pensée juive française. Mais comment retraduit-on cela en retour dans la langue hébraïque? Parce que on pourrait dire que d'une certaine façon, la philosophie juive française a voulu faire entendre la tonalité de l'hébreu dans la langue française. Mais comment réintègre-t-on cet effort vers l'extérieur, vers l'intérieur dorénavant? C'est des problèmes auxquels je suis moi-même confronté face à la traduction de mes propres livres. Et c'est effectivement l'occasion de réfléchir sur combien une langue porte des cadres mentaux, une façon de penser, une façon de voir le monde, qui chacune a son génie, son originalité. Et la difficulté d'une pensée juive, c'est qu'elle s'est toujours trouvée à l'articulation de deux ou de plusieurs langues. Et la question est passionnante. Comment cet effort retentira-t-il dans les années à venir dans la langue hébraïque? C'est une véritable question. Je me la suis posée dans un livre qui s'intitule « L'hébreu, une philosophie », justement, où je pose la question de savoir si l'hébreu contemporain peut porter, on pourrait dire, la puissance spirituelle de l'hébreu biblique, par exemple. Alors, j'ai trouvé une explication dans un livre d'un linguiste qui a été très controversé en Israël. Il avance l'hypothèse que les Israéliens ne parlent pas l'hébreu, ils parlent l'israélien, et comme on dit l'italien. Okay, et c'est une idée extrêmement intéressante. Par exemple, on voit très bien que dans la langue hébraïque contemporaine, en fait, je dirais en un mot, c'est une langue européenne qui parle hébreu. Européenne par la syntaxe. La syntaxe, parce que l'hébreu biblique n'est pas subordonné, il est juxtaposé. Et la subordination suppose
un processus logique, rationnel, qui n'existe pas dans l'hébreu biblique, qui a d'autres façons de l'exprimer, de le rechercher. Et donc, je trouve que c'est une chance extraordinaire, dans la mesure où on n'aura plus besoin du grec pour écrire de la philosophie juive, d'une certaine façon, contrairement à ce que dirait Lévinas. Il y a là un champ nouveau qui s'ouvre, je pense, pour la créativité hébraïque, parce qu'en fait, j'ai soutenu l'idée dans ce livre que dans la langue hébraïque, il y a toute une pensée, toute une philosophie, avant même qu'elle ne se mette en forme dans la Torah, dans le texte biblique. Et donc, ce moment avant la traduction, avant l'interprétation, est un moment d'une extraordinaire richesse qu'on devrait vite retrouver, parce que l'hébreu moderne est une langue vivante. Il nous permet de lire le texte de la Torah comme si c'était une langue vivante et non pas un papyrus égyptien. Et donc, je soutiens l'idée que ce moment avant l'interprétation, avant la traduction, devrait être préservé, parce qu'en fait, il est très riche de possibilités de créativité, et ainsi, on ne trouve pas, si vous voulez, ça permet de puiser dans l'israélien des ressources qui sont aujourd'hui insoupçonnées des Israéliens qui le parlent. Et là, je crois qu'il y aura une nouvelle donne, je pense, dans les années à venir, justement, un nouveau champ de créativité qui s'ouvrira, que peut-être on ne peut comprendre qu'en étant à cheval sur deux langues. Je crois que c'est ça la réalité. Voilà. Donc, en fait, traduire et publier un livre de pensée juive en langue française est une expérience quasiment métaphysique, et quoi qu'elle soit aussi économique, parce que les conditions de l'édition israélienne ne sont pas aussi faciles et aisées qu'en France. L'auteur est souvent sollicité de contribuer ou à la traduction ou à la publication. Voilà. Alors, mis à part ça, quand on contemple l'ensemble des étalages ici, on trouve des perles, mais aussi on trouve ces livres de confort psychologique, comment vous sentir bien, être zen, réussir à imposer votre volonté, etc. Et puis aussi de la littérature spirituelle de bazar également. Et puis les best-sellers mondiaux, occidentaux. Et d'une certaine façon, le danger qui pèse sur la culture israélienne est le même que celui qui pèse sur le lectorat en France et en Europe. Est-ce que le grand nombre, la recherche de bénéfices commerciaux va permettre toujours la publication de livres exigeants, de livres de recherche? C'est un véritable problème qui est posé ici, et il est posé notamment pour les collections d'essais, comme en France d'ailleurs. Les examens statistiques montrent que depuis 30 ans, la lecture des essais a considérablement baissé au profit des romans, ou alors des livres de vedettes et de journalistes et d'hommes politiques. Mais en Israël, il y a peu d'hommes politiques qui écrivent leurs livres. C'est déjà quelque chose de gagné sur le plan de la production papier. Mais il y a donc véritablement des enjeux aussi dans l'univers numérique. Le livre survivra-t-il à l'univers numérique? C'est une véritable question, et en tout cas, elle est grave je pense, pour la pensée juive, qui ne s'était même pas convertie au livre en gardant le parchemin sur lequel est écrite la Torah, évidemment comme un objet saint, un objet sacré, mais en fait, c'était très significatif, qui résiste à la multiplication de l'écrit. Et donc, c'est un enjeu vraiment moral et spirituel et intellectuel qui se posera, et pas seulement physique et concret.
Donc voilà, nous assistons en Israël, à travers tous ces phénomènes, à la renaissance extraordinaire d'une langue quasiment disparue. Et je crois que c'est un phénomène absolument unique dans l'histoire. Nous avons, grâce à l'hébreu moderne, une entrée de plein pied dans l'univers biblique, et en plus dans le pays de la Bible. Et ça redonne au texte biblique une puissance et une centralité beaucoup plus forte qu'auparavant, où en fait dans la tradition juive il est coutume de lire la Bible à travers le Talmud, mais non pas de lire la Bible par elle-même. Or ici, et ça a été le cas de l'école de pensée juive de Paris, justement c'est une de ces révolutions, l'accès direct au texte biblique, un accès philosophique et un accès problématique, et plutôt qu'aller immédiatement au commentateur. Et je crois que c'est une grande source de créativité. Voilà ce qu'en fait on pourrait espérer de la renaissance de la langue hébraïque et du destin de la culture israélienne. La culture israélienne qui hésite toujours entre être israélienne et être juive. Et ça, c'est être israélien d'une certaine façon, c'est une façon pour ceux qui se disent laïcs de se distancier du judaïsme. Mais le judaïsme était beaucoup plus qu'une religion. C'est une civilisation, une conception du monde, une histoire de 30 siècles. Et je crois que là, ce sera l'enjeu le plus important. Comment l'israélianité pourra converger avec la judéité. Merci beaucoup.